À Zixer 30 et une, le radar Spewy, un du Thomas Hübner, capte un contact à 25 km au nord, volant à 47 mètres au-dessus de la surface du golfe Persique. Pas depuis la côte iranienne, pas en descente sur une trajectoire balistique, depuis l'eau elle-même. Un contact qui apparaît sur l'écran radar déjà formé, déjà à vitesse d'approche terminale, déjà à l'intérieur de l'enveloppe d'engagement extérieur, sans aucune trace d'approche préalable. Parce qu'il n'y avait pas eu d'approche. Le missile n'était pas venu d'en haut. Il était venu d'en bas, lancé depuis un tunnel souterrain creusé dans le fond du golfe Persique. Sa signature de lancement était un transitoire de pression de 4 secondes que le système de classification automatique du Thomas Hübner avait enregistré à Zixer 27 comme un événement sismique et classé en déclenché d'alerte. 4 minutes 7, 11 secondes entre la détection radar et l'impact. Le lieutenant-commandant James Hassan avait signalé l'événement sismique à 6h27. Non pas parce que le système automatique le lui avait demandé, mais parce qu'en 9 ans de travail en guerre électronique, il n'avait jamais observé un transitoire sismique sur un relèvement qu'en n'avait produit aucune activité géologique pendant les 6 jours, où le Thomas Hübner opérait dans ces secteurs. Le fond marin du golfe d'Arabie sur le relèvement 0,3 unités éteint, sable sans relief sur du calcaire. Aucune faille, aucune activité volcanique, aucun mécanisme géologique susceptible de produire un transitoire de pression de 4 secondes à Zixer, 27 une mardi matin. Hassan l'avait consigné à Zixer, 28 et transmis, le relèvement au centre d'information de combat avec une seule ligne ajoutée. Signature de lancement possible, relèvement 031, demande de révision de classification. La réponse était revenue à Zixer 30. Activité sismique compatible avec une microfissure tectonique. Aucune action supplémentaire requise. Hassan avait regardé la réponse pendant 3 secondes. Puis il avait commencé à surveiller le relèvement 03, un avec tous le capteur passif que son poste pouvait mobiliser, parce qu'une microfissure tectonique, sur du sable sans relief au-dessus de calcaire, n'était pas non plus quelque chose qui se produisait. Et si c'est qui avait généré le transitoire de pression à Zixer 27 sur le relèvement 03, un n'était pas d'origine géologique, il n'y avait qu'une seule explication possible. À Zixer 31, le contact s'est apparu sur les radars. Et Hassan savait déjà ce qu'était. Le missile de croisière sous-marin est l'arme de frappe à longue portée la plus avancée de l'Iran. Un descendant direct du soviétique KH-55. Le même concept de missile de croisière qui transportait des ogives nucléaires pour l'URSS tout au long de la guerre froide. L'Iran avait acquis plusieurs cellules KH-55 en provenance d'Ukraine en 2000. Le sous-marin tient son nom d'un village de l'ouest de l'Iran où 2 armes chimiques furent employées contre des civils iraniens pendant la guerre. Contre l'Irak dans les années 80. L'Iran n'a pas nommé son missile de croisière le plus perfectionné d'après un accident géographique ou un exploit militaire. Il a nommé d'après un massacre. Ce n'est pas un hasard. Le sous-marin vole à moins de 50 mètres d'altitude grâce à un système de guidage par suivi de terrain qui lit en permanence la surface en dessous de lui, un altimètre radar pointé vers le bas mesurant en temps réel la distance entre la cellule du missile et les sols ou l'eau, ajustant sa trajectoire pour maintenir l'altitude précise qui les garde sous l'horizon radar de tout navire se trouvant sur sa route. À 47 mètres au-dessus du golfe Persique, la courbure de la Terre signifie que le radar Spewy 1D du Thomas Hübner ne peut pas le détecter avant qu'il soit à environ 25 km, à Mach 0,8, soit 4 minutes et 11 secondes d'avertissement. Passe 14 minutes comme un missile balistique grimpant à travers la haute atmosphère. Pas 9 minutes comme un missile anti-navire décrivant une courbe au-dessus de la mer de Chine méridionale. 4 minutes et 11 secondes. Du moment où le contact apparaît sur les radars jusqu'au moment où une ogive de 200 kg atteint la coque. L'officier d'action tactique déclare la liberté de tir à Zixer 31.
le système Aegis commence à construire sa solution d'interception contre un contact volant à 47 mètres au-dessus de l'eau, à Mach 0,8. Le premier intercepteur, TEM, 2 est lancé depuis les cellules verticales, Avanta Zigzer 32. La solution de conduite de tir est propre. Un missile de croisière à suivi de terrain à Mach 0,8 est une géométrie de menace gérable. Le SM-2 est conçu précisément pour ce profil d'engagement. Le point d'interception est calculé, l'intercepteur grimpe vers lui. Le sous-marin effectue une correction de suivi de terrain à Zigzer 32 et 40 et 1 seconde. Pas une manœuvre de guidage, pas une action évasive programmée. Une réponse à la surface des lots en dessous de lui. Une vague, une houle naturelle traversant le golfe Persique, verse le nord-est. Quel altimètre détecte à 140 mètres de distance. Le système de guidage réagit en abaissant l'altitude du missile de 47 mètres à 30 et tonnes-mètres en 0,4 secondes pour maintenir son dégagement de 47 mètres au-dessus de la crête de la vague. La solution de conduite de tir du SM-2 avait été construite pour un contact à 47 mètres. Le sous-marin se trouvait à 31 mètres quand l'intercepteur atteignit le point d'interception. Le SM-2 détonne 22 mètres au-dessus de la position réelle du missile. Raté. 3 minutes 7,29 secondes restantes. Le second SM-2 est lancé sur une solution mise à jour, intégrant la correction d'altitude observée. L'ordinateur de conduite de tir adapte un contact capable de variation d'altitude de 16 mètres en 0,4 secondes. La solution est construite autour du profil corrigé, une géométrie d'interception plus conservative, moins précise, mais offrant une probabilité plus élevée de trouver le missile quelle que soit son altitude exacte au moment de l'interception. Le revêtement absorbant radar du sous-marin dégrade la solution de conduite de tir à mesure que la distance descend sous 18 km. Le revêtement réduit progressivement le retour du spin D depuis la cellule, au fur et à mesure que le contact entre dans l'angle d'absorption optimale du revêtement. La confiance dans la solution chute de 81% à 18 km, à 67% à 14 km, à 54% à 11 km, tandis que le retour s'affaiblit. Le second SM-2 détonne à 54% de confiance, à 14 mètres de la position projetée de la cellule, hors du rayon de fragmentation létale, car la solution dégradée par le revêtement a placé le point d'interception à 14 mètres de l'endroit où se trouvait réellement le sous-marin. 2 SM-2 dépensés. 2 minutes 7, 44 secondes restantes. Hassan ne regardait pas les engagements des SM-2. Depuis 6h27, il observait autre chose. Un signal si faible qu'il était apparu dans son flux de collecte passive comme du bruit de fond pendant les 4 minutes écoulées depuis le transitoire sismique. Une émission à bande étroite spécifique dans la gamme basse des GHz, apparaissant sur le relèvement 0,3 une à 2 intervalles exactement de 0,3 secondes, pas de manière aléatoire, exactement 0,3 secondes. L'intervalle de pulsation spécifique d'un altimètre radar parcourant sa séquence de mesure. L'altimètre pointé vers le bas sur la cellule du sous-marin, mesurant en continu vers l'eau, mais produisant une petite composante de diffusion vers le haut lorsque l'air tourne, rebondissait sur la surface de l'eau et de se propager vers le haut, à travers la section ventrale de la cellule, fuyant à travers la coque et traînant faiblement vers le haut. Un signal si minime que les systèmes automatiques l'avaient classé comme bruit du récepteur. Hassan l'observait cyclera 2 intervalles de 0,3 secondes depuis 6h28. À Zigzer 31, quand le contact était apparu sur le radar, il avait croisé le relèvement de la diffusion de l'altimètre avec le relèvement du contact radar et confirmé qu'il s'était identique à 0,2 degrés près. Il suivait la position exacte du sous-marin depuis son propre signal d'altimètre depuis 3 minutes et 11 secondes avant que les radars ne les trouvent. Des données passives issues d'un signal que les missiles produisaient involontairement. Des données qui lui donnaient l'altitude et la position du contact à 4 mètres près, plutôt que l'incertitude de 14 mètres que produisait la solution radar dégradée par le revêtement. Il avait soumis la mise à jour de position au centre d'information de combat à Zigzer 30 et 1 et 44 secondes.
13 secondes après l'apparition du contact sur le radar. La réponse était revenue à 6h32. Données de position issues d'une source de collecte non standard. Impossible d'intégrer à la solution de conduite de tir pour le moment. Hassan avait continué à surveiller le relèvement 031. Continué à enregistrer, continué à construire. Le missile ESSM est lancé à Xert 33 quand le sous-marin passe sous 14 km. Le Sparrow demeure évolué, plus petit et plus rapide, conçu pour la géométrie de combat rapproché, qui se développe quand un missile rasant passe à l'intérieur de la portée d'engagement optimale du SM-2. Le missile grimpe rapidement dans l'enveloppe d'engagement terminal. Son autodirecteur radar actif s'active à 8 km du contact. Le chercheur trouvait le retour dégradé par le revêtement et construit sa propre solution de guidage, indépendamment des données de conduite de tir du SP-1D. Le sous-marin traverse une nouvelle correction de vague à 6 heures, 33 et 17 secondes. Une houle plus importante cette fois. Une crête de vague de 3 mètres que l'altimètre détecte à 80 mètres est à laquelle il répond en abaissant la trajectoire du missile de 11 mètres en 0,2 secondes. L'autodirecteur du missile, Suivez, contact, une altitude, précise. Le contact a chuté des 11 mètres en 0,2 secondes. Le chercheur a perdu le retour pendant 0,6 secondes en cherchant la nouvelle bande d'altitude. Le missile ESSM a traversé l'espace où se trouvait le sous-marin 0,6 secondes, plus tôt est à détonner sur minuterie à 30 tonnes-mètres au-delà de la position réelle du contact. 3 tentatives d'interception, 3 ratées. 1 minute et 47 secondes restantes. Le système d'armes rapproché s'active quand le sous-marin passe sous 4 km. Son radar de conduite de tir acquiert un retour dégradé par le revêtement à 4 km et commence sa séquence de pistage. Ces radars opèrent sur une fréquence différente de celle du SPI-1D. Et le profil d'absorption du revêtement est optimisé pour la bande du SPI-1D, ce qui produit un retour plus fort sur la fréquence du système rapproché que c'est qu'elle, radar principal obtenait. La piste est meilleure. La solution se construit. Hassan transmet à 6h35 et 14 secondes. Pas un rapport, pas une demande de révision de classification. Une injection directe de données dans le système de conduite de tir du système d'armes rapproché, sa solution passive de diffusion d'altimètre, 4 mètres de précision de position, l'altitude exacte est le relèvement exact du sous-marin. Pour les 3 minutes 7 47 secondes précédentes de collecte continue, formatée comme une mise à jour de piste de conduite de tir et transmise directement à la console du système rapproché, sans se passer par la chaîne d'autorisation du centre d'information de combat. Une action qu'il n'avait aucune autorité à prendre. Une action qui donnait au système de conduite de tir du système rapproché la position exacte du sous-marin 2,4 km plus tôt que sa propre solution radar n'aurait pu la produire. Le système d'armes rapproché trouvait le contact à 6 heures, 35-19 secondes. 2,4 km au-delà de son enveloppe d'engagement standard, une géométrie que le système n'avait jamais utilisée opérationnellement, parce que son propre radar ne pouvait pas construire une solution à cette distance contre un contact rasant à revêtement furtif. Les données de diffusion d'altimètre de Hassan Louyavet fournit la solution que le radar ne pouvait pas produire. La rafale est tirée à 6h35 et 19 secondes sur un contact à 2,4 km, volant à 44 mètres. Les projectiles atteignent le point d'interception en 0,4 secondes. Ils se trouvent la section avant du sous-marin, pas l'ogive, mais la section de guidage, l'altimètre radar de suivi de terrain et l'électronique de navigation logée dans la cellule avant. Le schéma de fragmentation déchiquette le boîtier de l'altimètre et sectionne la connexion du bus de navigation entrelac, section de guidage et les surfaces de contrôle de vol. Le sous-marin perd son guidage de suivi de terrain à 44 mètres au-dessus du golfe Persique, avec 1,8 km restant jusqu'à la coque du Thomas Sudner. Sans suivi de terrain,
Le système de contrôle de vol maintient la dernière altitude commandée, 44 mètres, pendant 0,7 secondes, tandis que la section de guidage tente de réacquérir son signal d'altimètre et ne trouve rien. Puis les forces aérodynamiques, agissant sur un missile voyageant, à Mach 0,8 sans correction d'altitude, active, commençant à tirer le nez vers le bas. Pas immédiatement, pas de façon catastrophique. Progressivement, la façon dont un missile descend quand le système kill maintient en niveau cesse de fonctionner et que la physique prend le relais. Le sous-marin descend de 44 mètres à 30 et 1 mètre, à 19 mètres, à 8 mètres dans les 1,4 secondes qu'il lui faut pour couvrir le 1,8 km restant. À 8 mètres au-dessus du golfe Persique, il percute la crête d'une vague de 2 mètres. L'ogive s'amorce à l'impact de surface à 340 mètres à tribord avant du Thomas Hübner, à 6h35 et 31 secondes. Détonation complète. Les 200 kg d'explosifs détonnent contre la surface de l'eau et dirigent toute leur énergie vers le haut de verre, l'extérieur, dans les schémas de souffle hémisphérique d'une détonation de contact en surface. L'onde de choc parcourt 340 mètres d'eau libre et atteint la coque bâbord du Thomas Hübner, atténuée par la distance, mais suffisante. La coque absorbe un événement de pression depuis le côté bâbord, qui projette 4 membres d'équipage au sol dense des compartiments le long du couloir bâbord, brise 2 fenêtres de la passerelle, sous l'azur pression, et produit une flexion de coque que les moniteurs structurels enregistrent et quelles équipes de contrôle des dommages confirment comme dans les tolérances en 6 minutes. La colonne d'eau issue de la détonation s'élève à 40 mètres au-dessus de la surface, visible depuis l'aileron de passerelle du Thomas Hübner, une colonne blanche montant au-dessus de l'horizon à 340 mètres à bâbord, puis retombant dans le golfe et une anneau d'eau blanche qui s'étend. 4 membres d'équipage à l'infirmerie. Aucune brèche dans la coque, aucune voie d'eau. Le Thomas Hübner opérationnel. À 6h37, Hassan consigne son injection de données non autorisées dans le système de conduite de tir du système d'armes rapproché dans son journal d'engagement, avec tous le détail technique, et le soumet au centre d'information de combat avant que quiconque l'ait interrogé à ces sujets. L'officier d'action tactique lit les rapportait l'appel sur le circuit. Vous n'aviez aucune autorisation pour injecter directement des données dans le système de conduite de tir du système d'armes rapproché. Hassan regarde son écran. Le signal de diffusion de l'altimètre qui cyclait à des intervalles de 0,3 secondes depuis 6h28, les 3 minutes et 47 secondes de collecte passive continue qui lui avait donné une précision de position de 4 mètres sur un contact que le radar voyait avec une incertitude de 14 mètres. Il ne dit rien pendant 2 secondes. Puis, non, mon commandant, je ne l'avais pas. La position du tunnel de lancement souterrain, fixée à partir du relèvement du transitoire sismique à Zixer 27, combiné à la collecte de diffusion de l'altimètre des Zixer 28 à Zixer 35, et au pistage radar du contact depuis Zixer 31, est triangulé à 22 mètres près. 2 missiles Tomahawk arrivent à Zixer 38. L'entrée du tunnel et le posted contrôle de tir au-dessus cesse d'exister à Zixer 49. L'Iran avait passé des années à creuser des tunnels, de lancement dans le fond du golfe Persique, pour que les missiles sous-marins puissent surgir des lots plutôt que de la côte. Aucune trace d'approche, aucun avertissement depuis les radars côtiers. Un contact qui se matérialise pleinement formé à l'intérieur de l'enveloppe d'engagement extérieur, avec 4 minutes 7 11 secondes entre son existence et l'impact. Le sous-marin volait à 47 mètres, au-dessus de la surface et a mis en échec chaque engagement conventionnel. Le Thomas Hübner a tenté 3 solutions d'interception construites sur un retour radar dégradé. 3 ratées.
Il a percuté une vague à 340 mètres de la coque parce qu'un lieutenant-commandant avait passé 4 minutes à surveiller un signal que les systèmes automatiques avaient classé comme bruit du récepteur, une impulsion de 0,3 secondes d'une altimètre radar fuyant vers le haut, à travers la cellule d'un missile, et avait passé 3 minutes et 47 secondes à construire depuis ce signal une solution de conduite de tir qui avait donné au système d'armes rapproché 2,4 km de géométrie d'engagement supplémentaire. L'Iran avait caché le lanceur sous terre. Le sous-marin s'était dissimulé dans le clutter de vagues et le revêtement radar. Hassan l'avait trouvé dans le signal qu'il ne pouvait pas cacher, le signal qu'il produisait depuis le moment de son lancement et qu'il ne pouvait pas cesser de produire, parce qu'il en avait besoin pour voler.